Hosni Mahati, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat de la manifestation pro-palestinienne. Exprimé après un magistrat en qualité de... Trop tôt pour comparer en réalité. Women attacked in France. Joining me live just now there. Hello to sir. So, in the wake of these attacks, the leader... Fans on the skinhead. Et à partir... Je sors tout juste de la cour d'appel de Paris qui, bien heureusement, confirme la condamnation d'Éric Zemmour, qui est donc condamné en appel pour incitation à la haine contre les musulmans. Et l'association que je représente, les Indivisibles, comme les autres associations, reçoivent en plus des sommes qu'ils avaient obtenues en première instance, 1 000 € au titre des frais d'avocat. C'est une excellente nouvelle, car c'est un multirécidiviste qui fait beaucoup de tort à la société française. Et donc bien heureux que la justice française reconnaisse Éric Zemmour pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui incite à la haine et qui, pour moi, fait plus de tort qu'autre chose et qu'il faudrait moins voir à la télévision. Oui, bien sûr, je m'appelle Hosni Mahati, je suis avocat de profession et voilà, je suis sur le barreau de l'Essonne et de Paris. Alors mon parcours, c'est un parcours assez classique. J'ai grandi dans une ville de banlieue parisienne et pendant très longtemps, mon rêve c'était de devenir médecin parce que je voulais soigner les gens, et à commencer par mes parents et mes grands-parents, parce que je m'inquiétais souvent de voir s'ils étaient en bon état de santé ou pas, et donc je leur avais promis que je deviendrais médecin. Et quand j'étais au lycée Frédéric Mistral à Fresnes, c'est pas très loin de la prison d'ailleurs, j'avais eu une prof de maths qui m'a pas vraiment aidé à me sentir bien avec les sciences, parce que j'ai un bac scientifique. Et du coup, je me suis dit que bon, médecine, ça allait être compliqué, que c'était un peu compliqué pour moi les maths. Et un jour, je regardais la télé comme n'importe quel jeune, et puis j'ai vu une série américaine qui s'appelait Matlock. Et en fait, c'était un avocat qui plaidait et qui gagnait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'épisode qui m'a donné envie de devenir avocat, c'était un épisode où en fait c'était un homme noir qui était accusé d'avoir tué une femme blanche aux États-Unis. Et à un moment donné, l'avocat dit mon client est parfaitement innocent et je vais vous le prouver maintenant. La preuve, la personne que l'on dit décédée va rentrer dans la salle maintenant. Et là, tout le monde se retourne pour voir quelqu'un arriver et personne ne rentre. Et là, on se dit, mais en fait, ce truc, ça a servi à rien. Et son explication, c'est de dire, bah, vous voyez, tout le monde s'est retourné, même mon client, preuve que tout le monde pense qu'elle est encore vivante et donc qu'elle n'est pas morte, il ne peut pas l'avoir tuée. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, je dirais que c'est du grand n'importe quoi. Mais à l'époque, je me suis dit, mais ça, je peux le faire, ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'être avocat. Donc, j'ai commencé des études de droit à la faculté Jean Monnet à Sceaux. J'ai un cursus assez classique. J'ai fait une maîtrise de droit international privé, option droit des affaires. Ensuite, j'ai fait un premier et troisième cycle en droit du numérique et des nouvelles technologies. Entre-temps, je suis devenu chargé de travaux dirigés. J'avais commencé une thèse de doctorat que j'ai abandonnée parce que c'était trop compliqué d'être tout le temps tout seul et j'avais besoin d'action. Et j'ai passé l'examen d'avocat et préalablement à ça, pour me remettre dans le bain, j'ai fait un autre troisième cycle, toujours en droit international, en DEA en droit de l'économie internationale et du développement, qui était très très enrichissant parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient de l'étranger, qui avaient vocation à devenir soit diplomate, soit ministre, en tout cas faire de la politique dans leur pays d'origine. Et donc pour moi c'était encore une ouverture sur l'international qui était intéressante. Dans la foulée j'ai passé l'examen d'avocat. Et en fait, j'ai eu mon examen d'avocat et quelques temps après, j'ai décidé de m'installer à mon compte directement. C'est-à-dire que je n'ai jamais été collaborateur. Je me suis installé directement. C'était un pari fou, un pari audacieux, parce que tout le monde me disait « mais tu vas commencer comme ça, comment tu vas faire? Est-ce que tu as des clients? Est-ce que tu connais vraiment bien le métier, etc. » Alors évidemment, j'avais appris des choses dans le cadre de mes différentes expériences. J'ai eu la chance de développer une clientèle assez rapidement et de m'installer tout seul. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais c'est fou de l'avoir fait parce que en fait, je ne savais pas à quoi je m'attendais et je pense que c'était mieux comme ça. Il valait peut-être mieux pas pour moi savoir ce qui m'attendait parce que je pense que sinon je ne l'aurais jamais fait. Mais je ne regrette pas parce que c'était voilà, il a fallu travailler beaucoup et on continue de travailler beaucoup d'ailleurs. C'est pas un métier facile, c'est un métier difficile mais passionnant. Et voilà, donc c'est un petit peu mon parcours dans les grandes lignes. La première difficulté, on va dire, elle est d'ordre social.
C'est-à-dire que je suis issu d'une famille qui est issue de l'immigration, ça se voit à ma tête, à mon nom, donc ça je ne peux pas le cacher. Et en fait, moi je suis fils d'ouvrier. Mon père aujourd'hui il est tourneur à la retraite, ma mère elle a quasiment jamais travaillé. Et en fait, quand mon père rentrait du travail, des fois il se blessait au travail, ma mère me disait « Regarde ton père dans quel état il est, c'est à cause de son patron, qui le fait travailler dans des conditions pas super, il faut que toi aussi quand tu grandisses, tu deviennes patron. » Alors moi je ne savais pas ce que ça voulait être patron, mais j'avais cet objectif-là de travailler quelque part à mon compte. Et en fait, le premier obstacle auquel on est confronté, beaucoup de jeunes de quartier sont confrontés, c'est la méconnaissance du système scolaire, la méconnaissance de tous les cursus et de ce qui permet de passer de l'universitaire au professionnel. Là, on peut savoir que pour devenir avocat, il faut un bac plus 5, etc. Mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est les petits détails qui peuvent faire la différence. C'est quel cursus faire, quelle université choisir, quelle matière choisir. Et puis surtout, on n'a pas la connaissance de cet univers-là. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, donc j'ai littéralement essuyé les plâtres. C'est-à-dire que je suis parti dans un domaine d'études où il n'y avait personne, je ne connaissais personne. Contrairement à des camarades de faculté, qui avaient des parents qui étaient déjà cadres, qui pour certains étaient déjà fils d'avocat, fils de magistrat. Pour eux, c'était presque naturel. Pour moi, c'était vraiment la découverte. Mais j'ai eu vraiment cette soif d'aller de l'avant, ce qui fait que, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu gagner du temps par moment. Aujourd'hui, je réalise qu'il y a des choix qui ont été faits qui n'étaient pas forcément les meilleurs choix, mais je ne les regrette pas dans le sens où j'ai toujours réussi à en tirer quelque chose de positif derrière. Donc, voilà, c'est des expériences, c'est des choses qui ont été difficiles. Ensuite, ce qui a été difficile, c'est des fois tout simplement les conditions sociales. Il se trouve que j'ai fini mes études, j'étais papa d'un jeune garçon qui aujourd'hui a 14 ans. Et je me rappelle que quand je faisais ce DEA-là, des fois je le déposais chez la nounou après lui avoir donné à manger. Et j'ai toujours ce souvenir d'un prof en droit international qui pose une question, j'avais la réponse, je lève la main. Et en levant la main, je vois que j'ai du blédina sur ma main. Et donc du coup, je relève la main parce que je me dis, ouais, je vais me taper la honte, tout le monde va voir que j'ai du blédina. Et je me suis dit, t'as intérêt à finir vite tes études, sinon ton fils il va te rattraper. Et vous êtes tous les deux sur les bancs de la fac. Donc ça, c'est des difficultés parce que voilà, il y a eu un choix de vie qui était de vivre avec quelqu'un et d'avoir une vie familiale normale alors que j'avais pas fini mes études. En même temps, avant de reprendre cette année qui m'a permis de devenir avocat, j'ai multiplié des expériences. Et ça, c'est un réflexe que j'ai eu par contre, parce que j'avais conscience de la nécessité de multiplier les stages. Et j'ai eu la chance de rentrer en stage dans une maison d'édition juridique qui m'a donné une autre dimension. Pour faire simple, quand je suis arrivé à la fac de Sceaux, on s'est retrouvés très naturellement avec des copains qui avaient à peu près le même profil, donc pas mal de mecs ou de nanas qui venaient de banlieue, mais pas que. Et en fait, on essayait de s'entraider entre nous, on était dans le même délire, on avait créé une association, l'association culturelle de la faculté Jean Monnet. Et donc, on avait innové, parce qu'il faut voir, c'est une fac de droit, très droit, etc. Et nous, on organisait des concerts de rap, des concerts de rock, des trucs qui étaient à milieu de l'univers un peu bobo de certains de mes camarades, qui le vivaient très bien. Hein. Et c'est plutôt l'administration qui regardait ça d'un mauvais œil. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais été choisi pour annoncer l'organisation d'un événement dans un amphithéâtre. Et ce jour-là, j'avais sport, donc j'étais en survêtement. Et je dis oh, quoi, je ne peux pas aller faire une annonce devant le prof de droit constitutionnel de première année en survêtement. Non, mais vas-y, tu le fais bien, vas-y. Donc j'y vais, voilà, on organise une tombola, etc. Et en remontant les escaliers, donc je rends le micro, évidemment, au professeur de droit constitutionnel, et il me chambre en disant ben, la prochaine fois, vous ferez ça en rap. Et là, il y a tout l'amphi qui s'explose de rire. Moi, réflexe, je fais comme si j'avais rien entendu, mais je continue de monter. Bon, évidemment, je me suis fait chambrer, et quand je revois mes camarades, ils me ressortent de temps en temps. Mais en même temps, quand j'ai pu rentrer dans cette maison d'édition, parce que j'étais président d'une association, ils m'ont proposé, et ça a été vraiment un super truc pour moi, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé, ils m'ont proposé d'être le représentant de cette maison d'édition au sein de l'université. Ma mission, c'était à la fois de faire de la publicité pour les éditions, et en même temps d'essayer de vendre des bouquins aux étudiants et d'en offrir aux professeurs, puisque les professeurs sont prescripteurs. Et pour ça, en fait, j'avais pris rendez-vous avec tous mes profs, avec le représentant commercial des éditions, qui est venu en disant, ben voilà, Hosni Mahati, sachez que c'est le représentant de notre maison d'édition, qui est une maison d'édition très réputée, au sein de la faculté Jean Monnet. Évidemment,
de petits jeunes de banlieue à qui on proposait de faire des discours en rap aux étudiants. J'étais devenu le représentant d'une maison d'édition juridique. Et ça a changé beaucoup de choses dans le regard que les professeurs m'ont porté. Et j'ai compris tout de suite que, bah oui, il y avait une opportunité à saisir. Et j'ai tenté ma chance jusqu'au bout. J'ai intégré un super 3e cycle par la suite. J'ai essayé de faire une thèse, ça n'a pas marché parce qu'en fait, je n'étais pas fait pour ça. Mais j'étais encore dans l'idée que je devais prendre tous les diplômes que l'université pouvait m'offrir. Donc le bac plus 5, plus le doctorat, etc. etc. Mais très rapidement, j'ai été rattrapé par l'envie d'action. Et c'est comme ça que j'ai passé l'examen d'avocat. Une fois que j'ai eu cet examen, je me suis battu pour l'avoir. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai intégré l'école française du barreau à Paris. Donc à l'époque c'était 1 an, et ensuite voilà, j'ai eu une expérience de juriste, quelques mois, et ensuite je me suis installé à mon compte. Les autres. Wow. Plusieurs profils, ouais, il y a enfin, c'est compliqué comme question. Je défends des clients qui sont vraiment très très variés, et je le dis souvent en souriant. Je ne pourrais pas mettre tous mes clients dans ma salle d'attente, pas parce qu'ils seraient très nombreux pour un problème de place, mais parce que j'ai des profils très différents, mais vraiment très différents. Parce que dans mon esprit, je fais mon travail d'avocat et je ne regarde pas les opinions des gens, je peux très bien ne pas être d'accord avec eux sur certaines choses, voire même complètement réprouver ce qu'ils ont fait, surtout quand je pense au pénal, hein, quand on défend des gens qui ont commis des infractions, voire des crimes. Mais des clients qui m'ont marqué, il y en a un particulièrement qui m'a marqué, parce qu'il se trouve que je le connaissais. C'est un jeune homme en fait que j'ai connu il y a longtemps, qui était un gars de la ville où j'habitais à ce moment-là, et qui était un très bon joueur de foot, ce qui fait que quand on faisait des tournois de foot, on l'appelait tout le temps, il était super bon gardien de foot. Et un jour, bon, j'ai perdu de vue, parce que voilà, je travaillais, j'ai plus trop le temps, et puis bon, le temps passait tout simplement. Puis un jour, j'ai sa famille qui m'appelle et qui me dit maître, il faut vraiment vous l'aider, il a été placé en hôpital psychiatrique parce qu'ils disent qu'il est fou, mais c'est pas vrai. Et moi, j'étais resté sur cette image d'un jeune homme beau gosse, souriant, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et donc je ne pouvais pas croire ça. Donc je me rends à l'hôpital psychiatrique, je demande à consulter son dossier, le dossier n'est pas présent, donc ça m'énerve un petit peu. Je fais mon travail d'avocat, je sais pas, c'est pas normal, je fais le dossier, etc. Bon bref, quelques jours plus tard, il est convoqué par le juge des libertés de la détention pour savoir s'il va être maintenu, parce qu'en fait l'hospitalisation d'office, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une décision qui est prise par le préfet, en l'occurrence là c'était prise par le préfet, et donc en fait c'est des médecins qui disent si vous êtes apte à sortir ou pas, si vous êtes en danger pour vous-même ou pour les autres, et si vous avez besoin de soins. Et donc les médecins disent non mais c'est bon, vous pouvez sortir, et donc le juge des libertés de la détention dit bah il n'y a pas de problème, si jamais les médecins ne rendent pas le rapport qui vous permet de sortir d'ici 2 jours, je vous ferai sortir au bout de 2 jours. Et donc je l'avais vu, et moi quand je l'ai vu il était normal, pour moi il était parfaitement normal. Et après l'audience, je dis bon voilà super, bon c'est un peu compliqué, tu vas pas attendre 2 jours, mais au moins tu restes pas, parce qu'il y en a qui restent des mois des fois. Et là en fait il change complètement de discours, il me dit non, c'est pas bien ce que tu as fait, moi je voulais sortir tout de suite, je suis comme ça, tu n'as pas bien vu que... Voilà, c'est pas possible, de toute façon c'est les médecins qui décident, moi en réalité je regarde s'il y a des choses qui ne vont pas dans la procédure, mais sur le côté médical, je n'ai pas mon mot à dire, moi je prends acte, sauf si je me rends compte qu'il y a des problèmes, que les médecins ont recopié les mêmes rapports, etc., et que donc il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas le cas, et puis en plus ils disent que c'est ok. En fait il a pété un plomb, il a vraiment pété un plomb, on s'est vraiment pris la tête, et finalement il est sorti et il m'en voulait. Et je me suis dit en fait, devant le juge, il a fait le gars qui allait bien, en fait, c'est vrai qu'il n'allait pas bien du tout. Et en fait, c'est pas évident, parce qu'il a hyper bien joué le jeu une fois qu'il était devant le juge, même si, bon voilà, il était sous médicaments, il avait la bouche pâteuse, il parlait lentement, etc., mais il avait un discours qui était clair, rassurant pour le juge. Quelques semaines après sa sortie, il s'est suicidé. Avec sa femme, ils se sont tous les deux jetés d'un pont. Et je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su 2-3 jours après, parce qu'on avait un ami en commun qui me croisait, il m'a dit ouais, c'est dommage il pensait que je le savais. Donc il m'en a parlé comme si je le savais. Et donc du coup, il m'a balancé ça, et ça a été très difficile à vivre, parce que voilà, c'était plus qu'un client, c'était quelqu'un que j'ai vu grandir, qui était plus jeune que moi, mais que j'ai vu grandir. J'ai vu partir dans un autre monde, celui de la schizophrénie, celui de la folie humaine. Et ça a été très très dur parce que je ne savais pas tout ça, et je l'ai compris et je pense que je ne voulais pas y croire jusqu'à ce qu'on ait cet échange après le débat devant le juge. Donc ouais, c'est une histoire qui m'a marqué parce que
parce que voilà, c'était particulier, c'était quelqu'un que je connaissais et que ça se finit de façon très dramatique. Un conseil très simple, n'écoutez jamais la petite voix qu'il y a en vous ou qu'il y a autour de vous qui dit que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vraiment. Fixez-vous des objectifs, ne le dites pas forcément, gardez-les des fois pour vous, des fois il faut crier sur tous les toits, je veux faire ça. Parce qu'il y a un effet psychologique quand on dit qu'on veut faire un truc, c'est comme si on l'avait fait. On a déjà la satisfaction de l'avoir fait. Alors qu'il faut aller jusqu'au bout faut travailler dur des fois, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher l'affaire. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et aller jusqu'au bout et ne pas écouter ceux qui disent que vous n'y arriverez pas. Ce sera peut-être plus long. Si des fois ça bloque, c'est peut-être qu'il y a autre chose à faire, que ce n'est pas votre voie, mais il y aura toujours quelque chose à faire. Il faut être positif. Et la leçon, si j'ai modestement un message à faire passer, c'est qu'on grandit toujours de ses échecs. Et ceux qui ont réussi trop vite se relèvent plus difficilement d'un échec, alors que ceux qui ont déjà connu l'échec mais qui vont de l'avant sont toujours plus forts. Ah, moi je suis très content, vraiment, je suis très content, vraiment, parce que, bon, enfin, moi je le dis, hein, on se connaît, donc je vous ai vu un petit peu grandir, je vous ai vu prendre cette ampleur, et c'est très bien ce que vous faites, parce que malheureusement, médiatiquement parlant, et ça fait longtemps que je le dis, donc quand je vois la jeunesse qui le fait, je suis très content, on ne donne pas toujours les bons exemples. C'est-à-dire qu'on va toujours valoriser les exemples à ne pas suivre, en disant voilà, il ne faut pas faire ça, mais en même temps, c'est le seul exemple qu'on propose. Donc c'est bien de donner des choses aussi positives, que ce soit à travers moi, très modestement, hein, mais aussi à travers beaucoup d'autres personnes, qui montrent la voie et qui démontrent des clichés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être parfaitement français, moi je me sens parfaitement français, et j'ai aucun problème pour dire que j'aime la France, que c'est un pays qui, même si ça n'a pas toujours été facile, m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Je ne sais pas si dans d'autres pays j'aurais pu le faire. Les études sont gratuites en France. Aller aux États-Unis, regardez combien ça coûte. Les étudiants sortent des universités, ils sont endettés, sauf si on sait qu'ils vont rapporter beaucoup d'argent à des grosses entreprises. C'est une autre logique. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais ça reste faisable. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est pas possible. Et surtout pour les jeunes de quartier, quelles que soient vos origines, vos confessions ou pas, ne vous enfermez pas. Allez vers le monde vous attend et le monde a besoin de vous. Le mot de la fin, merci, je suis très honoré de votre passage ici. Ça me fait vraiment plaisir, et puis j'espère que... Vous savez, je vais vous le dire très modestement, aujourd'hui j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis plus tout jeune, je suis encore un peu jeune, mais je suis plus tout jeune, et je tiens à dire que quand je vois cette jeunesse qui bouge et qui avance, pour moi c'est encore une source de motivation, et let's go, on y va les gars, on lâche pas l'affaire.